Le 7 octobre 1950, quelques 40 000 soldats de l'armée populaire de libération ont traversé la Drishus, Yangtze, dans le Kham, dans l'est du Tibet. Le 19, ils avaient pris Chamdo et capturé le gouverneur du Tibet oriental, Ngabo Ngawang Jigme, qui venait d'être nommé à ce poste. C'est ainsi qu'a commencé l'invasion de mon pays par la Chine communiste. L'Inde, dont l'indépendance était récente, a émis une protestation officielle auprès de la République populaire de Chine, déclarant que l'invasion ne servait pas les intérêts de la paix dans la région. À l'époque, je n'avais que 16 ans, selon le système de datation tibétain, mais je soupçonnais déjà que quelque chose de terrible nous menaçait. Parce qu'une fois, alors que je fourrais mon nez un peu partout, j'avais surpris l'expression incrédule du régent Tadrak Rinpoché, alors qu'il lisait une lettre qu'on venait de lui remettre. Plus tard, j'ai découvert qu'il s'agissait d'un télégramme de Ngabo, lui annonçant que des soldats chinois avaient attaqué un poste tibétain. Quelques minutes plus tard, le régent est sorti de sa chambre et a donné l'ordre de réunir le Kashang, le Conseil des ministres. Le 11 novembre, le gouvernement tibétain a écrit un appel aux Nations unies. À l'attention du secrétaire général des Nations unies, l'attention du monde est fixée sur la Corée, où une force internationale résiste à l'agression. On ne remarque pas des événements similaires survenus dans le lointain Tibet. Étant convaincu qu'aucune agression ne sera ignorée et que la liberté sera protégée partout dans le monde, nous avons pris la responsabilité de vous signaler les événements qui se sont récemment produits à la frontière du Tibet. La conquête du Tibet par la Chine ne fera qu'agrandir la zone de conflit et augmenter la menace qui pèse sur l'indépendance et la stabilité d'autres pays asiatiques. Le Salvador a été le seul pays à tenter de mettre le Tibet à l'ordre du jour de l'Assemblée générale des Nations unies. Malheureusement, il n'a reçu le soutien d'aucune grande puissance. On aurait pu espérer que la Grande-Bretagne, au vu de son application historique au Tibet et notamment des accords bilatéraux qu'ils avaient été signés, les conventions de Lhasa et de Simla respectivement en 1904 et 1914, aurait eu plus de compassion et se serait tenu à nos côtés dans ce moment crucial de l'histoire du Tibet. Le monde semblait nous avoir abandonnés. La Grande-Bretagne et les autres puissances ont affirmé que le statut précis du Tibet n'était pas clair. Pourtant, ils savaient très bien qu'en 1950, le Tibet était une nation indépendante. Le statut d'indépendance du Tibet, selon les critères du droit international, a été confirmé par la Commission internationale de juristes en 1950, à la suite de mon départ en exil. Ironiquement, la Grande-Bretagne et la Russie, les deux empires en lutte pour le pouvoir en Asie centrale, dans ce qu'on appellerait plus tard le Grand Jeu, sont en partie responsables de l'opacification du statut international du Tibet. La Grande-Bretagne en particulier avait déjà traité directement avec le Tibet en tant que nation indépendante en mesure de prendre ses propres décisions. Elle lui avait même fourni des armes afin que le Tibet puisse protéger sa frontière orientale des Chinois. Néanmoins, elle avait aussi mené des négociations bipartites avec la Chine nationaliste, comme si cette dernière avait des droits sur le Tibet, en invoquant l'obscur concept de suzeraineté, tout en le distinguant de la souveraineté. Si vous me permettez de donner un peu de contexte historique, la Grande-Bretagne a choisi de ne pas considérer la différence cruciale entre l'Empire Qing et l'État-nation moderne qu'est la Chine. Le premier était un empire mandchou qui a eu, à diverses époques, différentes nations sous son protectorat. La Chine moderne, d'un autre côté, affirmait être un État multinational et anti-impérialiste, et non pas un empire. Dès lors, la logique qui sous-tendait les prétentions de la Chine sur le Tibet même, en termes de suzeraineté plutôt que de souveraineté, était fautive. L'incapacité ou l'absence de volonté politique de voir cette erreur de logique, le refus d'accepter les faits sur le terrain qui ont démontré l'indépendance du Tibet, ainsi que les différentes manœuvres
déjà à l'œuvre dans le grand jeu, ont créé le brouillard qui obscurcit le statut juridique du Tibet aux yeux de la communauté internationale. L'invasion de la Chine communiste a eu un profond impact sur moi. Au palais du Potala, je me souviens que des balayeurs avaient affirmé que des affiches avaient été collées partout dans Lhasa, la capitale, pour demander qu'on m'accorde les pleins pouvoirs temporels. On m'a rapporté que les gens chantaient des chansons dans la rue pour exiger qu'on accorde la majorité du Dalai Lama. Qu'on accorde la majorité au Dalai Lama. Mais les avis sur la marche à suivre étaient partagés. Un camp déclarait que le Dalai Lama était trop jeune et d'autres affirmaient que le moment de me confier le pouvoir était venu. En fin de compte, le Conseil des ministres tibétain, avec le régent à sa tête, a décidé de consulter les oracles d'État. Étant donné les enjeux, la tension était flagrante. Pendant la cérémonie et à un moment, l'un des oracles en transe a posé une kata, une écharpe de cérémonie blanche, sur mes genoux et a crié « Doulabab ». Le temps est venu. Alors, le 17 novembre 1950, j'ai été intronisée en tant que dirigeant temporel du Tibet, 2 ans avant l'âge traditionnel quand les circonstances sont normales. Pour célébrer l'occasion, j'ai accordé une amnistie générale et demande qu'on libère tous les prisonniers au Tibet. L'invasion de la Chine communiste par la force m'a projeté dans le rôle de dirigeant. D'un seul coup, elle a transformé un garçon insouciant en une personne assumant la lourde responsabilité de diriger une nation attaquée. C'est pourquoi je déclare souvent qu'à 16 ans, j'ai perdu ma liberté. Mon pays a subi le même sort. Fin novembre, environ 7 semaines après l'invasion, le Kham, dans l'est du Tibet, est tombé. En tant que nouveau dirigeant d'un peuple sous la menace d'une guerre à grande échelle, vers la fin de l'année, après avoir consulté mon cabinet, j'ai décidé d'envoyer des délégations en Inde, aux États-Unis, en Grande-Bretagne et au Népal, dans l'espoir de convaincre ces pays d'intervenir en notre faveur. J'ai également envoyé une délégation à Chamdo, dans l'est du Tibet, en espérant qu'elle pourrait négocier le retrait de l'armée chinoise de notre territoire. Étant donné que les communistes chinois consolidaient leurs forces dans l'Est, il a été décidé qu'il valait mieux que mon cabinet et moi allions à Yatoug, près de la frontière indienne, au cas où nous devrions quitter le pays. Étrangement, l'une des premières grandes mesures que j'ai prises en tant que dirigeant a été de fuir vers la frontière indienne.